Bonsoir à tous. Au menu du journal de l'Afrique, au Rwanda, au moins un mort dans une attaque à la grenade, une attaque qui intervient à quelques jours des élections législatives. Nous serons en direct dans un instant avec Stéphanie Braqueuet à Kigali. En Centrafrique, dernière illustration du chaos qui règne dans le pays, le président Jotodia annonce la dissolution de sa coalition, l'ex-rébellion Seleka, décryptage avec Nicolas Germain. Et puis des chiffres très encourageants sur la mortalité infantile, elle a baissé de moitié depuis 90. En Afrique, l'Éthiopie et le Niger ont connu des améliorations spectaculaires. Et on commence donc ce journal avec la situation au Rwanda. Ce sont les tout derniers jours de la campagne avant les législatives de lundi. Jusqu'ici, elle s'était déroulée dans le calme. Mais ce vendredi, une attaque à la grenade s'est produite à Kigali. Stéphanie Braqueuet, vous êtes notre envoyée spéciale dans la capitale rwandaise. Est-ce que vous avez plus d'informations sur cette attaque ? Alors l'attaque a eu lieu à 18h30 heure locale à Kicukiro, qui est un quartier à l'est de Kigali, et c'était dans un marché assez fréquenté. Donc j'ai pu contacter le porte-parole de la police par téléphone qui m'a confirmé donc un mort et 14 blessés, mais il a précisé que ce bilan pourrait évoluer. Les blessés ont été transportés à l'hôpital. Il a aussi ajouté que 3 suspects avaient été arrêtés, mais que l'enquête se poursuivait, donc il ne pouvait pas donner plus d'informations sur qui était derrière ces attaques. Depuis le début de l'année, il y a eu 2 attaques précédemment, à part celle-là, une en mars et en juillet. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le régime a tendance à pointer du doigt les FDLR, ce groupe armé de génocidaires Hutus qui, depuis 1994, agit à l'est du Congo, ou alors les dissidents du régime. Pour rappel, alors vous l'avez souligné, c'est la première attaque à la grenade depuis le début d'une campagne pour l'élection législative qui débute lundi et qui jusque-là s'était déroulée pacifiquement. Mais on se souvient qu'en 2010, une vague d'attaques à la grenade avait touché la capitale, Kigali. C'était le scrutin présidentiel remporté largement par Paul Kagame, puisqu'il avait remporté le scrutin à 93% des voix. Merci Stéphanie. On va tout de suite regarder votre reportage sur cette campagne électorale. Près de 20 ans après le génocide de 1994, les Rwandais sont appelés à élire leurs députés. Le parti du président Kagame, le FPR, règne sans partage depuis la fin du génocide auquel ses troupes ont mis un terme. Il n'y a donc pas beaucoup de suspense quant aux résultats. Les partis d'opposition peinent à exister, comme nous le montre votre reportage, Stéphanie, avec Duncan Woodside. C'est l'avant-dernier jour de campagne et malgré la pluie, les habitants sont venus en masse pour assister au rassemblement du Front patriotique rwandais. Ils ont construit les routes, ils nous apportent de l'eau. Le FPR nous a donné des vaches, de la terre, de la nourriture. Nous avons la paix en général. Le parti a fait de bonnes choses pour nous. Face au parti au pouvoir, peu d'opposition. Le Parti vert, qui après 4 ans d'existence a finalement été enregistré officiellement, n'a pas eu le temps de présenter des candidats. Son président est revenu d'exil l'année dernière. Nous ne voulons pas être vus comme des ennemis de ce pays car nous aimons ce pays. Mais nous disons qu'il y a des choses à modifier. Certaines politiques ne sont pas bonnes. Un certain nombre d'opposants sont en prison, dont Victoire Ingabire. Elle a été condamnée en première instance pour négation du génocide. Il n'y a pas une élection sans compétition, sans parti d'opposition. Vraiment, c'est une élection sans valeur. Ces accusations sont démenties avec vigueur du côté du FPR. Il y a une opposition, la loi l'indique. La force du FPR ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opinions divergentes. Nous les écoutons, ces opinions. C'est juste que le FPR est plus fort que les autres. En 2008, le Front patriotique rwandais et les partis alliés avaient remporté plus de 78% des voix. Leurs partisans estiment qu'ils peuvent faire encore mieux pour ce scrutin. Le Britannique German Grant, soupçonné de terrorisme au Kenya, mais aussi en Angleterre, a été jugé ce vendredi à Nairobi, mais il comparaissait pour une toute autre affaire, une affaire de vol. L'autre procès doit avoir lieu fin septembre. Il a d'abord été arrêté lorsqu'il tentait d'entrer en Somalie déguisé en femme. Le Britannique Germain Grant était accusé de vol avec violence. Il risquait jusqu'à la peine de mort, mais faute de preuves, il a été acquitté ce vendredi. Le procureur aurait dû présenter des preuves montrant qu'il avait tenté de s'enfuir et il ne l'a pas fait. Lorsqu'il a été arrêté en 2011, Grant avait sur lui des produits chimiques et des batteries. Selon le procureur, il voulait fabriquer des explosifs.
La police kenyane pense que ce Londonien était en contact avec les Shebab, un groupe djihadiste basé en Somalie et qui a mené des attaques au Kenya. Prochainement, Grant sera jugé dans une autre affaire, cette fois liée au terrorisme. Il a aussi un procès à Mombasa prochainement et nous espérons le même verdict à Mombasa car nous croyons en l'état de droit. Grant aurait eu sur lui des plans de bâtiments fréquentés par des officiels somaliens et des expatriés occidentaux. Le procureur l'accuse aussi d'avoir travaillé avec la veuve d'un des auteurs des attaques suicides à Londres en 2005. La mortalité infantile a chuté de moitié à travers le monde depuis 1990. C'est une enquête réalisée par l'UNICEF qui le dévoile aujourd'hui. Sarah Crowe, porte-parole de l'organisation, est en direct avec nous de New York. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, au continent africain. Vous revenez d'ailleurs d'Afrique de l'Est. Quels sont les pays en Afrique où la situation s'est le plus améliorée en ce qui concerne la mortalité infantile ? Merci. Oui, on a la bonne nouvelle de quelques pays en Afrique subsaharienne. Par exemple, moi je viens de rentrer de l'Éthiopie, l'Ouganda et le Kenya. Mais l'Éthiopie, le Zambie, le Malawi, le Tanzanie, le Libéria et même le Niger, on voit une grande différence, on voit un progrès remarquable. Ça, c'est à cause de plusieurs raisons, mais c'était étonnant si on pense que l'Éthiopie, par exemple, qui était très connue pour la famine il y a 20 ans, maintenant, ils ont réduit la mortalité jusqu'à 90%, presque 90%. Donc, c'est assez remarquable et c'est à cause des interventions sur tous les niveaux de société et le leadership dans le plus haut de gouvernement. Et pour ce qui est du Niger notamment, pour quelles raisons là la situation s'est améliorée ? Oui, le Niger aussi. Par exemple, avec tous les pays qui ont fait de grands progrès, nous avons vu des agences sanitaires, des agences santé qui sont sur le terrain avec la communauté, qui parlent leur langue, qui ont reçu, par exemple en Éthiopie et plusieurs pays, qui a un salaire. Ça, c'est très important aussi, parce qu'eux, ils sont très engagés avec la communauté et avec des interventions très simples, par exemple de parler de laver les mains avec du savon, par exemple, d'utiliser des moustiquaires qui ont imprégné avec des insecticides, des choses comme ça. Parce que c'est des trois maladies qui sont les plus graves pour les enfants en Afrique subsaharienne, c'est le paludisme, le diarrhée, la pneumonie. Et avec ces interventions très simples, on voit un grand progrès. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur France 24. En revanche, on peut signaler que dans des pays, la situation est toujours assez catastrophique, au Nigeria ou encore en République démocratique du Congo. La situation en Centrafrique à présent. Aujourd'hui, le président Jotodia, arrivé au pouvoir en mars après avoir renversé François Bozizé, a annoncé la dissolution de la Seleka, sa coalition au pouvoir. On va en parler tout de suite avec Nicolas Germain. Nicolas, on en a parlé ces derniers temps ici à France 24. La situation est assez chaotique en Centrafrique. Elle est très chaotique, on le voit avec cette décision prise ce soir. Et puis la première question évidemment, c'est est-ce que les différents groupes armés qui composent la Seleka, est-ce qu'ils vont accepter cette dissolution ? On a un petit peu senti venir cette décision, puisque déjà cette semaine, 16 combattants de la Seleka ont été condamnés à 8 ans de prison pour viol et pillage. Et on sait également que Jotodia, il a limogé le chef d'état-major cette semaine. La Seleka, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 25 000 combattants, mais 20 000 d'entre eux sont ce qu'on appelle des ralliés de la dernière heure, ceux qui se sont ralliés en mars quand ils ont vu que la capitale Bangui tombait et que le président Bozizé allait fuir le pays. La situation à Bangui est assez calme, mais elle reste très précaire dans le nord-ouest du pays, notamment à Bosangwa et Buka, où selon la présidence, près de 100 personnes ont été tuées ce dimanche et ce lundi. Selon la présidence, c'est des groupes pro-Bozizé qui ont ciblé des communautés musulmanes, mais selon l'ONG MSF qui est sur place, il y a eu des atrocités commises des deux côtés, par la Seleka et par les pro-Bozizé. Justement, vous évoquez les communautés musulmanes, on parle aussi d'une dimension religieuse dans ce conflit, dans ces affrontements. Oui, et c'est un phénomène assez nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de chiffres fiables, mais qu'on estime à peu près 20% le nombre de musulmans en Centrafrique. Et il faut noter aussi que Jotodia, c'est le premier président musulman dans l'histoire du pays. Les spécialistes à qui j'ai parlé,
ils pensent que c'est pas tant un problème religieux que communautaire. Ils disent par exemple que la Seleka n'a pas d'agenda islamiste. Ils notent en revanche que les musulmans ils détiennent beaucoup des petits commerces et les Peuls par exemple détiennent beaucoup du bétail et ça peut aussi expliquer pourquoi ils sont ciblés. Quant à l'ONG MSF, elle explique que pendant des décennies, les chrétiens et les musulmans vivaient côte à côte paisiblement et que c'est vraiment, il y a eu récemment une instrumentalisation de la religion. C'est un prétexte pour ces violences. Merci beaucoup Nicolas pour ces précisions. On suivra évidemment encore sur notre antenne cette situation en Centrafrique. La dépouille de Savorgnan de Brazza ne repose plus en paix. Cet explorateur français qui a donné son nom à la capitale congolaise avait été réinhumé en grande pompe un siècle après sa mort à Brazzaville en 2006. Il avait été inhumé dans un imposant mausolée de marbre. En échange, les autorités congolaises s'étaient engagées auprès des descendants de l'explorateur à faire une série de travaux de développement. Ça n'a pas été fait, selon eux. Du coup, ils ont porté plainte et la justice française leur a donné raison. La dépouille de Brazza devra être retournée à ses descendants dans les 3 mois. Le Congo a annoncé aujourd'hui qu'il allait se pourvoir en cassation contre cette décision. Et c'est la fin de ce Journal Afrique. C'est à vous Marion. Merci Pauline, merci Nicolas. Restez avec nous sur France 24, Paris Direct continue. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Julien Fanchouli pour de nouvelles heures d'information.